Je scrolle, tu scrolles, nous scrollons tous. Tout ce contenu défile devant les yeux et il est temps de se poser des questions. Alors aujourd'hui, on va s'interroger sur ce contenu, sur ces vidéos, sur ces articles. On va déjà essayer de discerner le vrai du faux, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi on regarde ces vidéos. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce contenu? Et surtout ce que eux regardent, puisque aujourd'hui est avec nous une classe de Réto de Notre-Dame, ESI. Et eux ont préparé, ils ont sélectionné du contenu et ils vont nous le partager. Et avec nous aussi une experte qui va essayer de décrypter ce contenu pour essayer de nous donner des clés, pour essayer de comprendre pourquoi on les regarde et pourquoi est-ce qu'on les fait défiler. Bienvenue dans Scroll, l'émission où les jeunes décryptent leur monde en ligne. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors avec nous déjà Chiara et Sophia. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Vous êtes contente d'être dans une émission Oui. en ligne, en direct? Ouais. Stressé, pas stressé? Stressé. Ouais, Stressé. c'est une première pour beaucoup, donc pas de stress. Aujourd'hui, vous allez nous partager du contenu que va essayer d'analyser avec nous Alexandra Dimakas. Bonjour. Bonjour. Donc tu es notre experte en éducation média, parce que tu es Voilà, formatrice si on peut en dire ça. communication à l'IFAPME, c'est ça? Exactement. Donc tu parles beaucoup avec tes élèves d'éducation média? En effet, en troisième apprentissage, j'ai un module entier qui est consacré à l'éducation média avec eux. Génial. Vedia et IFAPME, c'est une longue histoire. On se travaille connaît. déjà sur un projet, le défi des talents. Tu peux nous en parler un peu? Le défi des talents, c'est une journée assez exceptionnelle qui se déroule à l'IFAPME chaque année et qui rassemble en fait des jeunes de toutes les écoles de la région qui forment des équipes et qui, durant toute une journée, doivent aller de défi en défi, un peu comme à Fort Boyard. Et en fonction des défis, découvrent différents métiers, dont le métier de journaliste, grâce à une activité que Vedia propose. Et donc ça nous tient vraiment à cœur parce qu'il n'y a pas que les métiers qu'on propose à l'IFAPME lors de cette journée. Il y a aussi vraiment un grand intérêt pour l'éducation média. Donc, c'est pour ça qu'on compte vraiment sur Vedia pour perdurer dans cette collaboration. D'office. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous, ça vous ferait plaisir de participer à ce genre d'événement? Oui. Ouais, ça vous plairait? On va parler donc d'éducation média. Vous interrogez sur ce que vous regardez déjà sur les réseaux ou pas? Oui. Ouais. Oui. Il y a des fois du contenu où vous demandez, vous posez des questions. Oui. Qu'est-ce que vous vous demandez généralement? C'est quoi les questions que vous posez? Bah, si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. D'où ça sort, les sources et tout, oui. Est-ce que vous vous demandez des fois pourquoi vous restez sur un type de contenu? Oui, vraiment. Ouais. Des vidéos genre qui servent à rien, qui vont rien nous apprendre, mais je reste, je scrolle. Et... Pourquoi je reste en fait? Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Ouais. C'est quoi l'éducation des médias? Partons de la base. L'éducation média, c'est quelque chose d'assez complexe, mais l'objectif principal, c'est vraiment, selon moi, de fournir des outils aux jeunes afin qu'ils puissent décrypter convenablement l'information qui leur est fournie. Je pense que c'est pas tellement induire un changement dans leur comportement parce que c'est la génération qui est née avec un téléphone dans les mains, mais c'est plutôt leur donner les clés pour qu'ils puissent être sensibilisés à cette question et qu'ils puissent décrypter les choses de la bonne manière sans tomber dans tous les pièges tendus par les réseaux sociaux et les fausses informations. Ouais, je suppose que les réseaux sociaux et tout ça, ça a fait évoluer l'éducation aux médias. Complètement. C'est quoi le bouleversement? On voit un très grand changement en fait dans le comportement des jeunes et dans leur rapport à l'information, mais aussi dans leurs rapports sociaux depuis l'apparition des réseaux sociaux dans les années 2010-2012 et un grand impact aussi sur la santé mentale de ces jeunes. Donc à un moment donné, il faut qu'on se dise, nous en tant qu'enseignants, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Est-ce qu'on décide de prendre un petit peu ça à bras-le-corps et de leur apprendre à gérer ça de la bonne manière et d'une manière saine, ou est-ce qu'on laisse ça de côté parce que nous, c'est pas notre génération? Et voilà, moi j'ai pris le parti pris justement de voir ça avec eux et de leur apprendre à utiliser les outils pour s'en sortir du mieux possible. Génial. Vous les filles, vous allez sur quel réseau? Instagram. Instagram, TikTok, YouTube. YouTube, beaucoup. Ok. Génial. Eh ben, on va maintenant essayer de décrypter vos contenus et les contenus que vous avez apportés. C'est la première séquence. Tu regardes quoi? Alors, tu regardes quoi, Chiara? Moi, je regarde des vidéos sur TikTok de tous les sujets. C'est des danses, des sujets de l'actualité. Ok. Et ici, c'est quelle thématique que tu as essayé de nous C'est présenter? l'affaire de P. Diddy. Ok. Et avec cette vidéo-là, c'est quoi l'information? Tu t'es dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est c'est ça? ça. Ok, on va la regarder puis on va essayer de décrypter tout ça. Ouais. C'est confirmé. Le célèbre rappeur américain P. Diddy restera en prison. C'est une affaire qui fait grand bruit dans le monde du hip-hop et au-delà. Voici ce que l'on sait.
Accusé d'avoir dirigé pendant des années un système violent de trafic sexuel et d'extorsion, Sean Diddy Combs restera en détention en attendant son procès qui débutera le 5 mai 2025 selon une décision du tribunal fédéral de Manhattan. Le rappeur de 54 ans, également connu sous les noms de Puff Daddy et P. Diddy, est poursuivi non seulement dans cette affaire pénale, mais aussi au civil par plus de 120 victimes, dont 25 étaient mineurs au moment des faits. En chemise froissée, P. Diddy a salué sa famille en souriant à son entrée dans la salle d'audience où le juge Arun Subramanian a confirmé qu'aucune demande de libération anticipée n'avait été acceptée depuis son arrestation en septembre dernier. Cette affaire fait suite à une série de plaintes déposées à l'automne 2023 qui avaient déjà entaché sa réputation, notamment des accusations de viol par la chanteuse Cassie. Abonne-toi pour des vidéos sur une éventuelle suite de cette affaire. Alors, dis-moi, Chiara, qu'est-ce qui t'a fait douter? Ce qui m'a fait douter, c'est que les faits sont tellement graves, mais il y en a certains qui datent d'il y a longtemps et il y en a certains qui datent de maintenant. Et tout ressort seulement maintenant. Et ça me paraît impossible, Trop gros. en fait. Voilà, trop gros. Ok, donc c'est vraiment sur l'information de base. Oui, c'est ça. Est-ce que le style aussi te fait douter? Parce qu'on voit... Moi, j'ai l'impression que la voix, elle est un peu robotique Oui. comme ça. Déjà, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un de vrai qui parle. On dirait Oui, que c'est c'est une ça. voix créée par IA. Oui. Est-ce que ça t'a fait douter aussi? Ou bien dans la forme, dans le style de la vidéo? Non, c'est aussi la voix qui m'a fait douter parce que c'est... ça passe pas sur Internet, ou ça Ouais. passe juste sur les réseaux sociaux. Donc, le fait que ce soit une IA, ça m'a fait douter. Ouais. Donc ça, c'est un contenu que tu as été chercher sur TikTok? Sur C'est ça. TikTok, oui. Et tu as l'impression que ce contenu-là, il n'est pas forcément traité sur d'autres plateformes, ou bien en TV, ou bien Oui, c'est dans ça. les journaux, etc. Donc que l'information ne soit que sur TikTok, ça te Oui, perturbait. oui, ça me perturbe. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Et quelles sont les premières étapes, du coup, avec lesquelles on pourrait vérifier que ce soit vrai ou faux? Déjà, la première chose qu'il faut se dire quand on est confronté à une information un peu douteuse, c'est que les fake news se propagent 6 fois plus vite que les vraies informations. Et donc, on sait déjà qu'il y a beaucoup plus de fake news que de vraies news sur les réseaux sociaux. Donc, d'office, dès qu'on tombe sur une information, il faut déjà s'en méfier. Alors après, les quelques petites astuces pour essayer de ne pas tomber dans le panneau, déjà, en effet, la thématique. Est-ce que ça paraît trop gros pour être vrai, comme tu l'as très bien dit? Donc déjà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Et puis, si on est encore dans le doute malgré la thématique, on peut regarder en effet les dates et comparer avec d'autres sources d'informations. Si l'information n'est que sur une plateforme, en effet, déjà, c'est un peu bizarre. Mais alors, l'idéal, c'est de regrouper plusieurs sources d'informations, de les comparer. Et grâce à ça, souvent, on peut déduire la vérité. Est-ce qu'il y a des plateformes ou des outils qu'on peut utiliser pour vérifier des infos? Alors, il y a une plateforme en ligne, je ne saurais plus dire le nom du site exactement, où on peut mettre le lien d'une information et alors Internet nous dit si c'est vrai ou faux, mais malheureusement, on doit se méfier de tout sur Internet et peut-être de ça aussi. Donc, je pense qu'il faut simplement s'éduquer à cette manière de faire et que ça devienne vraiment un réflexe chez les jeunes. Donc, oui, quand c'est sur les réseaux sociaux uniquement, déjà, c'est un petit peu douteux, donc c'est chouette. Et puis, ne pas non plus toujours se fier à Google, parce que souvent, on se dit « Ah, tiens, c'est peut-être une fausse info, je vais aller sur Google, je vais aller vérifier. » Le problème, c'est que Google, comme les réseaux sociaux, fonctionne avec des algorithmes et nous dit ce qu'on a envie d'entendre et ne sort pas forcément le premier onglet qui va être fiable, mais va sortir le premier onglet qu'on a envie de voir, en fait, et qui va renforcer nos croyances. Donc, il faut également se méfier de ça. Donc, c'est déjà un bon réflexe que tu as eu, c'est déjà de te méfier, quoi, de douter du truc, d'aller, du coup, après, pouvoir vérifier. La dernière petite astuce, peut-être, si je peux me permettre, c'est aussi de regarder qui a créé cette vidéo, qui est le journaliste derrière l'investigation. Et ça, souvent, ça nous donne aussi un indice. S'il n'y a pas du tout de nom, déjà, on se doute que c'est un peu bizarre. Et s'il y a un nom, aller se renseigner sur cette personne et voir si c'est un journaliste fiable ou pas. Est-ce que tu avais fait cette démarche-là, d'aller voir qui avait publié la vidéo ou pas? Non. Non, j'ai simplement eu beaucoup de vidéos comme ça dans le réseau social TikTok. Et ça m'a perturbée et je me suis demandé si c'était vrai ou faux. Ah, maintenant, on a une piste de réponse, en tout cas. Ouais. Toi, est-ce que tu aurais douté face à ce genre de vidéo ou pas? Ça dépend. Là, avec la voix qui trompe un peu, oui. Ouais. Parce que ça peut robotiser, c'est une IA, et même de nos jours, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de fake news qui circulent, donc il faut toujours se méfier. Alors toi, quelle thématique est-ce que tu as voulu aborder? Vidéo éducative. Une vidéo éducative. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est une vidéo qui t'a fait voir un sujet différemment ou qui t'a appris quelque chose sur un sujet? Oui, voilà. Donc, moi, la vidéo que j'ai mise, c'est celle du compte YouTube Légende.
qui parle d'un homme qui a fait la traversée pour venir en Europe, qui est passé par la Libye et d'autres pays. Et l'an dernier, on a eu la chance de recevoir des demandeurs d'asile à l'école. Et quand j'ai vu ça dans mes suggestions YouTube, et ben, automatiquement, j'ai cliqué. Je me suis dit, voilà, j'ai déjà rencontré ce genre de personnes. Pourquoi pas encore voir un autre témoignage qui va me donner une autre vision des faits. Et voilà. Cool. On va regarder un extrait et puis on en parle. Dans ton livre, tu racontes, s'il y a un enfant qui se met à pleurer, ils peuvent le prendre et le jeter par-dessus bord. Oui, il commençait à pleurer. Et lorsqu'on a jeté son enfant, elle s'est aussi jetée dans la mer pour récupérer son enfant. Tous les deux sont morts. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission très particulière, on va recevoir Fran Kourouma. Fran Kourouma qui est guinéen et qui est venu en tant que migrant en Europe et qui a vécu notamment de l'esclavagisme en Libye, s'est fait arrêter à 3 reprises, puis revendu. Il va nous raconter ça avec à chaque passage de frontière en Afrique, le fait d'être racketté, de repayer à chaque frontière pour repasser, jusqu'à son arrivée sur le bateau, partir de Libye pour traverser jusqu'à l'Italie. Les fois où il a failli mourir, il va nous raconter un peu son parcours, pourquoi il est venu, pourquoi il s'est décidé, comment il a dit au revoir à sa mère. Il va nous raconter ce parcours. En tout cas, merci d'être là, de plus en plus nombreux. On essaye de vous proposer des profils originaux, des choses qu'on a assez peu vues, mais parfois dont on entend parler. On n'a jamais trop vu d'interviews comme ça, longues, de certains sujets. Et pour nous, c'est un plaisir de faire ça et d'essayer de faire découvrir, d'entendre des gens qui ont des vies différentes. Si jamais vous avez des idées en commentaire de cette émission, je les lirai tout particulièrement, parce qu'on en cherche toujours pour essayer de vous étonner, de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo, à liker la vidéo aussi sur YouTube, ça nous aide beaucoup, et à vous abonner. D'ailleurs, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. On se sert beaucoup des commentaires pour changer des choses, améliorer des choses sur le média. Donc voilà, merci d'être là. Et c'est parti avec Fran Kourouma, qui est migrant et qui est venu de Guinée, qui va nous raconter son parcours. Je m'appelle Fran Kourouma, je suis de la Guinée-Conakry. Je suis migrant actuellement. J'habite à Bruxelles avec mes 3 enfants et mon épouse. Et je travaille en tant qu'éducateur, mais à la base, je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Alors, Sophia, qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette vidéo-là, justement ? En vrai, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la situation d'autres personnes. Parce que nous, on est en Belgique, on est chez nous, on va à l'école de manière normale, assez basique, et on trouve quand même le moyen de se plaindre. Et en regardant cette vidéo-là, je me suis vraiment rendu compte que pour d'autres personnes, c'était vraiment pas facile, qui passaient par des situations très compliquées. Et que, oui, c'est compliqué, quoi. Elle t'a marqué, cette vidéo ? Oui, elle m'a marqué. Avec l'histoire des bébés jetés par-dessus bord et tout, c'est quand même choquant. Est-ce qu'on ne serait pas plus attiré par ce genre de vidéo, ce genre de contenu qui est parfois plus dur ou plus marquant ? Je pense que ça dépend de chaque personne. Il y a certaines personnes qui auraient plus de facilité à regarder des vidéos lambda, genre sans but éducative. Et puis, il y a d'autres personnes qui aiment bien s'instruire et se rendre compte des faits sociaux, quoi. Ouais. Et puis en plus, c'est une vidéo très longue. Oui, elle est longue. Elle dure, 1h50, quelque chose comme ça, oui. Ça dit quelque chose de la consommation des jeunes, justement, de leur façon de surfer sur le web ? C'est assez révélateur, mais je pense que Guillaume Play, dans le cadre de son podcast Légende, a vraiment sorti un peu son épingle du jeu et a proposé un contenu différent que ce que les jeunes consomment habituellement et a réussi à conquérir le cœur de la jeunesse aussi, et pas que. Avec justement des sujets vraiment profonds, pertinents. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur cette aptitude des jeunes à plus se diriger vers des thèmes choquants et des choses puissantes, il y a vraiment une polarisation en fait sur les réseaux sociaux. On voit que les jeunes vont aller chercher en effet les extrêmes, et les réseaux sociaux nous poussent à ça à travers les algorithmes aussi. Ils vont aller chercher vraiment dans les extrêmes et donc vont se diviser de plus en plus sur tous des sujets importants aussi. On peut voir les conflits actuels à travers le monde. Les jeunes, aujourd'hui, ont tendance à prendre des positions très radicales, même sans avoir la formation nécessaire pour prendre position. Et donc ça, c'est vraiment, oui, lié à un mode de consommation et une habitude, en fait, d'être confronté à des informations choquantes et fortes tout au long de la journée. Exact. Puis c'est un témoignage aussi. Est-ce que c'est ce qui t'a aussi attiré, le fait que ce soit un témoignage, que c'est quelqu'un qui parle de son vécu ? Et voilà, c'est l'histoire de quelqu'un, et je me dis que ça arrive à plusieurs personnes, plusieurs personnes qui essayent de venir en Europe, et voilà, il a raconté son histoire. Donc je ne doute pas non plus de la véracité de ce qu'il dit. Franchement, moi j'y crois, et parce que aussi c'est Guillaume Play, et voilà. Ouais, parce que c'est Guillaume Play, parce que c'est Guillaume Play. C'est aussi vrai. Ouais. Ça raconte quelque chose aussi, le fait que ce soit des témoignages. Comment est-ce qu'on peut discerner le vrai du faux dans un témoignage ?
Évidemment, dans un témoignage, c'est plus compliqué. Je pense que discerner le vrai du faux de la parole de quelqu'un, c'est quasiment, je veux dire, impossible, à part des grands experts en communication non verbale pourront peut-être nous aiguiller. Moi, je pense qu'ici, la confiance, on peut la baser sur le fait que ce soit justement, tu parlais de Guillaume Play, que ce soit ce format, on connaît Guillaume Play, on connaît le format légende, on sait que c'est des équipes de professionnels, qu'il y a une vraie enquête journalistique derrière, et puis on voit aussi le professionnalisme à travers lesquels sont créés les différents podcasts. Donc, c'est vrai que ça aspire plutôt confiance et on a tendance à s'en douter. Ouais. Maintenant, il y a toujours peut-être des témoignages qui sont exagérés ou qui sont même peut-être faux, mais ça, c'est au travail, c'est à l'équipe de Guillaume de faire le travail pour décrypter le vrai du faux. Alors, en parlant des vidéos qu'on consomme, on va passer à une petite séquence que je vous ai préparée et qu'on a appelée « Tu scrolles ». Alors, je vais vous montrer 5 vidéos et 5 contenus. Vous allez me dire si vous les consommez, si vous les regarderiez ou bien si vous les passeriez, vous les faites défiler, ok? Oui. Première vidéo, on y va. Alors, c'est une vidéo qui est tombée dans mon fil TikTok, une vidéo satisfaisante d'un jardinier, simplement, qui fait une chose parfaite. Est-ce que vous scrollez ou pas? Ah non, moi je regarde. Toi, tu regardes? Aussi. C'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Qu'est-ce que ça vous procure? Pourquoi vous les regardez, ces vidéos-là? Moi aussi, d'ailleurs. Hein. Bah, je reste dessus, c'est sûr. ouais, c'est satisfaisant et je me dis, bon, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas... Enfin, pourquoi je resterai pas au final? Ça t'apaise? Oui. Ouais. Est-ce que ça raconte ça aussi, le fait qu'on a besoin de mettre le cerveau off? Alors, je ne sais pas si on a besoin de mettre le cerveau off. Je pense, oui, qu'il y a une forme d'automatisme dans le fait de scroller tout le temps avec son pouce sur son écran. Maintenant, je pense aussi que c'est une question de moment. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va peut-être caler sur ce genre de vidéo et à d'autres pas du tout. Je crois que ça dépend aussi d'un état d'esprit et ça dépend aussi de ce que l'algorithme nous propose avant, après. Et est-ce que ça tombe au bon moment dans le déroulement des vidéos, quoi. Ouais, dans le déroulement de ta journée aussi. Aussi. On va passer à la deuxième vidéo. Pourquoi notre cerveau aime les vidéos satisfaisantes? Je t'explique. La réponse est très simple, il y a deux choses. La première, c'est que ça coupe complètement ton cerveau. Ton attention est principalement concentrée sur l'image qui est satisfaisante. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe actuellement quand tu regardes cette vidéo. Et deuxième chose, quand tu regardes une image satisfaisante, ça crée des hormones dans ton cerveau, ça sécrète des choses plutôt agréables qui font que tu te sens bien. En gros, ça te fait arrêter de penser et ça te fait du bien. Mais je trouve ça quand même toujours chelou. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui regardent cette vidéo mais qui n'ont même pas activé le son et qui sont uniquement en train de regarder la vidéo satisfaisante. Statistiquement, il y a au moins une personne qui a fait ça. Vous avez plutôt regardé le haut ou le bas? Les deux. Les deux. Moi, plutôt le bas. Je suis hypnotisé par le bas. Ouais. Et donc, là, il essaye de donner des pistes aussi. Son contenu, on pourrait aussi aller le vérifier, lui. Oui, il parle de statistiques. Il se fait passer pour un expert dans sa façon de décrypter un petit peu le comportement des jeunes. Je pense que voilà, on peut un petit peu remettre en question éventuellement ce qu'il nous dit là. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment uniquement de captiver les... Enfin, je dis les jeunes, mais en fait, pas que les jeunes. Depuis tout à l'heure, je dis les jeunes, mais on est... on est peut-être plus si jeunes, mais on fait la même chose aussi. Désolée. Non, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là. Quand on voit ce genre de vidéo, on a envie de caler dessus et on se laisse un petit peu avoir. Mais... Vous consommez aussi cette vidéo-là? Vous restez dessus? Oui. Toi aussi? On va passer à la troisième. C'est parti. Regardez bien cette vidéo. C'est une image de vidéosurveillance qui montre l'impact du missile lancé jeudi 21 novembre par la Russie sur la ville ukrainienne de Dnipro. On est plus sur une vidéo informative de Le Monde. Ça, vous restez dessus ou pas? Oui, il faut rester renseigné quand même. Ouais. À cause de quoi? Pourquoi est-ce que vous avez envie de rester dessus? Il se passe plein de choses dans le monde actuel et je trouve ça quand même intéressant d'être renseigné, de ne pas rester dans le vide et dans le flou, quoi. Toi aussi? Oui, parce que c'est une vidéo d'actualité, donc ça nous permet de nous informer et on a envie de rester dessus. Est-ce que dans le type de vidéo, dans le type d'information, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aussi... Mais comme on disait tout à l'heure, plus les informations paraissent un petit peu extraordinaires, plus elles ont tendance à captiver. Il faut bien savoir aussi que les réseaux sociaux fonctionnent sur un modèle économique qui est uniquement basé sur la publicité. Et donc leur objectif, c'est que... En fait, c'est ça, leur objectif, c'est ce qu'ils appellent le taux d'engagement. Donc c'est que la personne qui consomme l'image ou la vidéo reste le plus longtemps possible.
Donc, évidemment, on va choisir des contenus qui sont relativement marquants pour essayer de capter l'attention. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir augmenter le montant d'une publicité et gagner leur vie. Donc, c'est l'objectif des réseaux sociaux. Ok, donc le type d'information joue aussi. Bien On sûr. va regarder notre 4e vidéo. Le rappeur Maes, qui risque d'aller en prison s'il revient en France, annule son concert du 19 décembre à l'Accor Arena de Paris. On t'explique ce qu'il se passe. Alors pour rappel, l'artiste a été condamné à 10 mois de prison pour des faits de violence en réunion commis en septembre 2018. Alors ça, est-ce que vous scrollez ou pas? Oui. Non, Oui, moi, je ça regarde. tu scrolles? Je Toi tu scrolle. regardes? Pourquoi est-ce que tu regardes? Bah, ça se rapproche beaucoup à l'histoire, à l'affaire P. Diddy. Ouais, ok. Et c'est des choses qui m'intéressent, tout ce qui touche aux célébrités. Ok, c'est le type d'information. Exactement. Et là, ce qui me choquait, c'est que c'est clair que le traitement stylistique de l'information est différent de Brut par rapport au monde, quoi. Mhm. On est plus dans quelque chose qui se rapproche des codes de TikTok et tout ça, avec du caractère en gras, avec une voix qui est plus directe et qui va plus vite. Ça aussi, le style, nous avons quelque chose. Évidemment, on sait qu'on est dans une surconsommation d'informations, que ça fait quelques années que tout va très vite. Et donc, si ça prend trop de temps, si c'est trop lent, les personnes ont tendance à scroller beaucoup plus facilement. Alors que s'il y a de la musique, il y a de la rythmique, il y a de l'information rapide, on a l'impression de ne pas perdre notre temps, en fait. Ouais. Alors que c'est plutôt l'inverse. On va regarder notre dernière vidéo. Ça va, tu vas bien? Tranquillement? Merci pour l'attente. Moi, j'ai les mains moites. Non, t'inquiète, pas de galère. Alors, tac, Dunklo. Spartan, Michigan State, 5,42,5. Ok, ça se nettoie. Ok, donc ça, c'est du contenu qui vient à fond dans mon fil d'actu TikTok, des reventes de sneakers. Je comprends pas pourquoi, et je comprends pas pourquoi je les regarde. Est-ce que vous les regardez ou pas? Non. Non. Ok, il n'y a que moi. Mais c'est ça qui est assez incroyable. Et en fait, parfois, on a tendance à l'oublier. Mais c'est pas parce qu'on est à côté d'une personne en classe, par exemple, vous les filles, vous êtes l'une à côté de l'autre sur le banc, par exemple. C'est pas pour ça qu'au même moment, elles vont avoir le même fil d'actualité. Ouais, clairement. Donc, en fait, ça dépend vraiment. C'est l'algorithme qui va déterminer en fonction de notre état d'esprit, parce qu'il le sait, en fonction de ce qu'on a fait, les premières manœuvres sur notre téléphone le matin, il sait exactement ce qui nous branche, en fait, ce qui va nous garder un maximum de temps à l'écran. Et s'il constate avec une première proposition qu'on ne reste pas à l'écran, il va proposer chaque fois autre chose. En l'occurrence, si toi, ça vient tout le temps dans ton fil d'actualité, C'est que je reste dessus. Ouais. c'est qu'il y a quelque chose, tu as envoyé le signal, en tout cas, à ton algorithme, à ton modèle individuel, que tu étais plutôt intéressé par les baskets. Est-ce que vous avez l'impression aussi que dans votre fil d'actu, vous êtes tout le temps confronté au même type de contenu? Ouais, toujours. Toujours? Sur Instagram aussi, je vais liker, allez, je sais pas moi, une recette une seule fois, bah après, j'aurai que ça. T'as plein de recettes. Ouais, plein de recettes. Donc, toi, des recettes, et toi? Moi, des voitures. Des voitures. Allez. Pourquoi pas? Bah oui, mais tu vois, c'est intéressant. Et c'est vrai que mon fil d'actualité est différent, mais voilà, les sneakers, donc c'est que moi. Ok. On va passer maintenant à notre deuxième séquence. Tu regardes quoi? Avec nos 2 prochains élèves. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que on va accueillir nos 2 prochains élèves, évidemment. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de vidéo? Oui. Ouais. Oui. En fait, c'est vrai qu'avec l'expérience, je commence à voir tout ce que les jeunes consomment sur Internet. Mais en fait, ce qui m'étonne toujours, c'est que tu leur posais la question, est-ce que ça tu regardes? Et au final, la réponse est toujours oui. Je pense qu'on regarde tout, parfois tout et n'importe quoi aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de choix particulier. C'est tout ce qui passe, on le regarde, on le consomme, quoi. Génial. Bonjour Naël, bonjour Zoé. Bonjour. Vous allez bien? Content d'être là? Ça va, très bien. Alors, dis-moi, Naël, tu avais choisi quelle thématique? Une vidéo sur une théorie du complot. Ok, et quelle théorie du complot? La théorie du platisme. Du platisme, Ouais. grande théorie du complot. On va regarder ça et puis on en discute. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende aujourd'hui. Émission exceptionnelle. On va recevoir dans un instant un homme, un père de famille qui a 4 enfants qui pense que la Terre est plate. Ce qu'on appelle des platistes. Le principe, c'est une théorie de la Terre plate qui se répand de plus en plus puisque vous êtes 9% des Français à penser que la Terre est plate. Il y a aujourd'hui 6 120 000 Français, d'après les sondages, qui pensent que la Terre est plate. Donc on pensait que c'était intéressant de recevoir quelqu'un qui pense que cette théorie est vraie pour qu'il puisse nous l'expliquer. C'est ce qu'on va faire. Regardez juste un petit extrait de ce qui va arriver. Le Soleil est local, il est plus petit. Et c'est lui qui tourne autour de la Terre. On est des millions à croire que la Terre est ronde. Je veux dire, presque le monde entier croit que la Terre est ronde. Mais il faut dire aussi, on a une éducation pour. Là, maintenant, si tu veux, on peut en parler sérieusement maintenant. La NASA.
Alors, on va y revenir dans un instant avec Mike. On a en plateau aussi Henri de la chaîne Hard Disk. Salut Henri. Guillaume. Henri qui a travaillé en amont pour essayer de débunker, de montrer que certaines choses que va dire Mike dans l'émission, c'est-à-dire qu'on va entrecouper les deux interviews, on va revenir en plateau avec toi par moment pour que tu dises et que tu expliques, d'après tes recherches, si les chiffres qu'il donne sont vrais, parce qu'il va donner aussi, c'est le principe, dans toute théorie, c'est un mélange de communication grise, donc il y a des choses qui sont vraies, d'autres pas vraies. Toi, tu vas nous donner les chiffres officiels, tu vas essayer de les sourcer un maximum, et en fait, on t'a contacté parce que tu as fait une vidéo de débunkage sur le fait que les hommes n'ont pas marché sur la Lune, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, je m'intéresse beaucoup aux histoires des entreprises, des hommes, des mouvements parfois qui sont super intéressants, qui se passent sur Internet. C'est pas une spécialité scientifique, donc je suis venu avec mes petites fiches pour raconter le moins de bêtises possible, mais ça peut arriver parce que je suis pas scientifique. En tout cas, moi, je me suis beaucoup intéressé au mouvement platiste et surtout à sa version moderne sur Internet, qui est assez particulière. On va y revenir après. Juste, est-ce que toi, tu crois que la Terre est plate? C'est important que je te pose des questions pour... Ce serait très drôle si je répondais oui. Ça n'aurait plus aucun intérêt. Mais non, la Terre est bien ronde. Ouais. La Terre est bien ronde. On va y revenir dans 2 secondes. On commence l'interview de Mike et par moment, on reviendra avec Henri Hard Disk qui va réagir à ce que dit Mike en plateau. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Mike, je suis platiste et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire comme Guillaume aussi, puisque dans le public, toute la classe de Réto de Notre-Dame, ESI, est présent avec nous. Évidemment, qui croit que la Terre est plate? Ça va. Vous me rassurez. Toi, pourquoi? Et d'ailleurs, je rappelle que si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, il y a un micro qui est placé ici. Donc, n'hésitez pas à intervenir pendant l'émission si vous avez quelque chose à partager. Toi, pourquoi est-ce que cette vidéo-là t'a convaincu? Pourquoi est-ce qu'elle t'a intéressé? Parce que, comme il le dit dans la vidéo, c'est une personne totalement lambda, père de famille, mais qui a des idéologies un peu hors du commun, on va se dire. Depuis tout petit, nous, on nous apprend que la Terre est ronde, et là, il avance des vrais arguments sur le fait que la Terre est potentiellement plate, selon lui. Donc, on se pose la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ces arguments sont cohérents? Donc, ouais, ça m'a interrogé et ça m'intéresse. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'émission aussi, il y a déjà quelqu'un qui fait le travail d'aller vérifier les infos. Ça, c'est... Oui. Ça, merci de nous prémâcher le travail, ça fait du bien. Et puis ça permet aussi aux jeunes de voir justement qu'il y a 2 points de vue et qu'on ne doit pas forcément toujours écouter ce qu'on nous dit. Parce que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut prendre la parole. C'est ça aussi un petit peu le danger. Alors c'est une belle avancée au niveau de la liberté d'expression, super. Mais à côté de ça, voilà, moi je pourrais très bien arriver à inventer une théorie complètement farfelue. Et si je suis un petit peu suivi, ça peut très vite devenir viral. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent très vite dans le panneau. Qu'est-ce qui les rend si attrayantes, ces théories du complot? Pourquoi est-ce qu'on s'y adresse encore une fois? Parce que c'est des extrêmes? Exactement. C'est ça qui... je ne sais pas ce que toi t'en penses. Mais... ouais, moi je pense que c'est ça. C'est que pour nous, ça nous paraît logique que la Terre est ronde. Et lui, il avance une théorie totalement inverse et totalement contraire à ce que nous, on pense. Donc oui, c'est inattendu. On se pose la question. Ça t'interroge, en tout cas. Alors Zoé, toi, quelle était la thématique que tu as voulu développer? Moi, c'est qu'est-ce que j'aime le plus regarder sur les réseaux sociaux. Ok, quel type de contenu? On va regarder ça maintenant, puis on en parle. Get down. Alors, ce qui est dingue, c'est que c'est cette vidéo-là qui met le plus d'émoi, le plus de réactions. Pourquoi est-ce que toi, ça te plaît, ce genre de vidéo? Moi, je trouve que quand on a passé une journée en cours ou quoi, et qu'on a juste envie de se reposer, c'est vraiment le genre de vidéo qui... comme les vidéos satisfaisantes, c'est celles qui nous relâchent l'esprit, qui nous font rire et qui... Ouais, il y a peut-être un effet aussi positif sur le bien-être et la santé mentale, non, Alexandre? Voilà, et puis il n'y a rien de mal, il n'y a pas de... Il n'y a jamais des gens qui disent des trucs méchants dans les commentaires, il n'y a jamais des trucs méchants, c'est toujours... c'est bienveillant. C'est quelque chose qui nous fait rire, quoi. Ouais. Il y a vraiment un effet positif? Je pense que oui, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais on peut aussi vanter certains de leurs mérites. Et le fait d'avoir des choses drôles, des choses mignonnes qui nous font du bien et qui sécrètent chez nous un petit moment de bien-être, ça c'est quelque chose de chouette et il faut en profiter. Et ça, on peut les consommer sans grand danger. Sans grand danger, mais tout en essayant de garder un équilibre, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, on se rend pas compte, on va avoir un lapin, 2 lapins, 3 lapins, et puis
on va regarder sa montre, enfin son téléphone, et on va se rendre compte que ça fait 3 heures qu'on regarde des vidéos de lapins. Et donc c'est juste une gestion du temps aussi qu'il est peut-être temps pour les jeunes en particulier, mais pas que, je le répète, d'apprendre à gérer. C'est ça. En parlant d'équilibre, j'ai préparé un petit quiz avec des chiffres. C'est notre séquence, le quiz. C'est parti. Je vais vous donner des chiffres. En tout cas, je vais vous donner des thèmes, des questions, et vous allez essayer de vous approcher le plus proche de la réponse. Ok ? La première question, c'est à quel âge moyen est-ce qu'on reçoit son premier smartphone en Belgique ? À votre avis ? 12 ans. 12. Oh, moi, je dirais dans ces âges-là aussi. 12. 12. Tu connais la réponse ? Non, pas exactement. Non, je vais pas mentir. Non, je connais pas la réponse, mais c'est vrai que c'est la transition entre l'école primaire, secondaire, où souvent le jeune prend le bus, passe 7 ans de midi à l'extérieur, donc ça me semblerait logique, oui. C'est ça, c'est 11,25. Donc c'est très logique. C'est l'âge à laquelle vous avez reçu votre premier smartphone ou pas ? Ouais. À l'entrée de secondaire. À l'entrée de secondaire. Je crois que c'est un peu vraiment la moyenne et vraiment la norme chez nous en Belgique. Alors, combien de temps par jour passe en moyenne un Américain de la génération Z, donc qui a entre 15 et 27 ans, sur son smartphone ? Sans regarder. 7 heures. Moi, je dirais une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures par jour. C'est quand même en moyenne peut-être un petit peu élevé. Moi, j'aurais un petit peu réduit, peut-être 4-5 heures par jour. C'est 7 heures. Ah oui. 7 heures et 7 minutes par jour. Donc bien les tapé. Américains, chez nous, c'est un peu moins quand même. Ouais, je crois que c'est moins. Vous, en moyenne, vous pensez que c'est à combien de temps ? 5 heures. 5 heures. Oh, moi, je pense que je suis à 5 et 10 heures. 5 heures. Ouais. Est-ce que vous estimez que c'est trop ? Est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Ouais, énormément. Ouais, c'est trop. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? C'est très difficile parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas... On entend beaucoup qu'on reproche aux jeunes d'être tout le temps le téléphone en main et qu'on aimerait qu'ils soient moins sur leur écran, etc. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas d'induire chez eux un changement profond, c'est plus les sensibiliser à une réflexion, à une manière de faire peut-être légèrement plus saine, et juste pour qu'ils se protègent eux aussi, que ce soit de la désinformation et qu'ils protègent leur santé mentale aussi, parce qu'ils peuvent être victimes de ça. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de tomber dans le jugement et de faire ma vieille prof qui donne des leçons. Voilà, je pense que c'est un constat et pas un jugement. Et en effet, je l'ai fait cet exercice avec ma classe. J'ai demandé à tous les jeunes de sortir leur téléphone. Et oui, il y en avait carrément qui passaient 12 heures par jour sur leur... qui avaient 12 heures de temps d'écran. Donc ça reste plus beaucoup de temps pour les faire autre chose. Mais non. Et alors, c'est triste parce qu'on se dit, bon, normalement, ils sont censés être 8 heures à l'école donc ou au travail pendant 8 heures concernant mes apprentis. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pendant le travail, pendant l'école ? Est-ce qu'ils sont aussi tout le temps sur leur écran ? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à déconnecter, ne serait-ce que quelques minutes ? Et malheureusement, je ne crois pas. Comme pour les infos, la démarche, c'est peut-être juste de s'interroger sur sa consommation et sur ses habitudes. Exactement. C'est d'abord conscientiser, se rendre compte, et j'invite tout le monde à le faire cet exercice, d'aller voir son temps d'écran, d'analyser un petit peu notre consommation. Et puis voilà, une fois qu'on est conscient de ça, apprendre avec les outils dont on parlait tantôt, à analyser un petit peu tout ce qu'on fait, nos pratiques, et puis l'information qu'on voit. Et puis après, on en fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. Dernière question. Combien de temps joue un jeune aux jeux vidéo en Belgique par jour ? Par semaine. On va dire par semaine, pardon. Par semaine, je dirais 15-20 heures. 24. J'ai peur de me prononcer. On est en Belgique ? En Belgique. Je n'ai pas trop d'idées. Je t'écoute. Les enfants belges jouent en moyenne 7 heures par semaine aux jeux vidéo. Ce qui est inférieur à la moyenne européenne qui est de 9 heures par semaine. C'est pas tant que ça. Mais non, c'est pas tant que ça, mais je crois justement parce que les jeux vidéo ont été remplacés par le smartphone, simplement. La console de jeux vidéo, maintenant, en fait, n'a plus tellement d'utilité parce qu'on trouve sa distraction directement dans sa poche. Ouais. Et c'est beaucoup plus, on va dire, facile, pratique, et puis beaucoup plus diversifié aussi. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais droit à 15 minutes par jour. Aussi. De Nintendo 64. Donc, tu vois, c'était rude. La Nintendo quoi 64, la meilleure console du monde. Merci Naël et merci Zoé. Merci. On va passer à notre nouvelle prochaine séquence. Tu regardes quoi avec nos 2 prochains élèves. C'est parti. On accueille donc Sophia et Julia. Merci. Sophie, Sophie c'était et tout à Julia. l'heure. Je l'ai mis.
J'avais dit que j'allais me tromper. Alors, avec Sophie, on va essayer de voir déjà la vidéo révélatrice, c'est ça? C'est ça. C'est quoi la vidéo révélatrice? Alors, moi, j'ai choisi une vidéo qui vient aussi de Légende sur YouTube, où c'est Philippe Boxo, en fait, qui raconte comment il fait quand on l'appelle pour quelqu'un qui est mort, comment il fait pour savoir ce qui s'est passé, comment la personne est morte. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, de voir que c'est pas juste la personne est morte et puis c'est fini. C'est vraiment, il y a tout un processus en fait là-dessus. Okay. Tu peux te rapprocher un peu du micro, on t'entendra mieux, je crois. On va regarder la vidéo et puis on en parle. C'est parti. Ce jour-là, on est obligé de fermer les cimetières. Je sais pas, t'imagines. Et la police ferme les cimetières parce qu'on a trouvé un bras sur une pelouse. Sur une pelouse? Sur une pelouse. Automatiquement, on imagine qu'il y a des possesseurs. Hey, salut à tous mes followers. Pourquoi j'ai un accent anglais? Parce que je suis bilingue. Je suis devenu riche. Ça, c'est ma voiture de sport. Et ça, c'est ma villa. 267 chambres. Je suis un gourmand. À 15 ans, j'étais déjà milliardaire. Ça, c'est grâce aux formations ultra rentables que je vends. Alors n'attendez plus. Devenez riche, comme moi. C'est quoi? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là? Mais t'es riche de quoi? C'est l'hiver, il fait 15 degrés, t'es en short, en t-shirt, t'es pas à Dubaï, c'est un fond vert. Tu joues à quoi, mec? Je voulais devenir un influenceur, Guillaume. Mais t'es pas influenceur, va travailler si tu veux devenir riche. Ouais, mais moi aussi, je voulais les voitures. Oui, bah les voitures, tu les auras. Bah, arrête de te lever à 15h, là, déjà. Ouais, d'accord, ok. Ah oui, écoute... Putain. Non, mais... Ah ouais, tu dépenses tout chez... Regarde, tu t'achètes des fringues tous les jours, tu les mets jamais. Si vous voulez investir différemment et mieux que Louis, il y a une solution. Avant de commencer l'émission avec Philippe Boxo, je vous mets le lien cliquable de Mathias Bacchino qui était venu en interview ici, qui est le directeur marketing Europe de Trade Republic, qui est une banque qui permet d'investir intelligemment et mieux son argent. C'est encore une vidéo légende. C'est quand même fou. Sur les 6 vidéos que vous avez amenées, c'est de nouveau une vidéo légende, une vidéo longue en plus. Oui. Pourquoi est-ce que ça vous plaît, ce genre de contenu? En fait, moi, maintenant, j'ai remarqué que je préférais justement des vidéos plus longues parce que, en fait, je me rends compte que le temps passe hyper vite quand c'est vraiment une vidéo qui nous intéresse, un sujet qui nous plaît ou juste la personne qui est invitée est intéressante. Donc voilà, pour moi, ça passe tellement vite que, en fait, je préfère. Et tu les regardes en entier? Oui. Tu ne zappes pas des moments où tu ne regardes pas en x1,5 comme on peut faire sur YouTube? Souvent, je les écoute soit le matin, soit le soir en podcast, parce que c'est disponible sur Spotify, et ça passe encore plus vite, en fait. Donc, voilà. Ok. Est-ce qu'on est encore dans ce type de contenu, en tout cas dans cette thématique qui est un peu clickbait, où on va attirer du clic parce que la thématique c'est le meurtre, etc. ou bien... Depuis toujours, déjà, nous, quand on regardait Faites entrer l'accusé ou les histoires de Bellemare, on était déjà captivés par ça. Et je crois que le meurtre et la psychologie criminelle a toujours intrigué l'humain. Donc, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et c'est vrai que Philippe Boxo, du coup, on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir dans l'extrait, mais il est complètement captivant. Il a une façon de s'exprimer qui, évidemment, attire tout le monde, je crois, des plus jeunes aux moins jeunes. Et il a séduit bon nombre d'entre nous. Et je suis la première à écouter toutes ces vidéos dès qu'il en sort une. Ça t'a fait voir un sujet différemment aussi? Oui, c'est ça. En fait, il raconte... en fait, ce qu'il y a, c'est que ça nous montre que quand on parle de la mort, c'est souvent triste, souvent tabou. Et lui, il le raconte d'une manière assez drôle parfois, parce qu'il y a plein de façons de mourir qui sont... Voilà, plein de façons différentes et parfois qui sont drôles, parfois qui sont accablantes, qui font mal. Mais oui, en fait, j'aime bien entendre toutes les façons différentes et la manière dont il le raconte, en fait. Génial. Alors toi, Julia, oui. Je vais y arriver. Quelle thématique est-ce que tu avais choisi? Moi, c'est une vidéo virale qu'on a discuté avec nos amis, etc., qui a tourné avec nos amis. On va regarder ça, puis on en parle. Il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme, ici. Ok, on a un problème, je crois. Quoi? On a changé. Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci, maman. Faut pas partir avec des appréhensions. Respire. Écoute. Observe. Elle t'aura fait une ascension magnifique.
Alors, Kaizen, on a entendu parler vraiment beaucoup. Déjà, à main levée et dans la salle aussi, qui l'a vu? Voilà. Ok. Donc, pratiquement tout le monde. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce documentaire? Déjà, on se dit souvent, il va monter l'Everest, mais on se dit souvent que ça va être faux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent, mais qui n'y arrivent pas. Et puis, on a tous regardé quand il a dit qu'il allait sortir, et on s'est dit que c'était quand même fou, et tout l'entraînement qu'il a eu pour pouvoir faire ça avec toute une équipe, etc. Maintenant, ça a aussi apporté un effet négatif, parce qu'il y a des gens qui se disent on va de suite aller monter l'Everest, mais sauf que ça se fait pas comme ça, et voilà. Ouais. Il y a quand même Mais dans sa vidéo, il y avait quand même beaucoup de disclaimers où il expliquait qu'il y avait beaucoup de difficultés, oui, c'est sûr. que ça amenait beaucoup de dangers aussi pour les personnes qui allaient sans préparation, Oui. etc. C'est sûr. Est-ce que Kaizen, c'est devenu un mot que vous utilisez comme maintenant? Parce que j'ai déjà entendu Non, pas forcément. les gens qui disaient qu'ils étaient en mode Kaizen. Et donc, ils étaient déterminés pour aller faire quelque chose. Ça tombe beaucoup sur TikTok, Ouais. ce mot-là, dans des trends Kaizen, mais dans la vie de tous les jours, moi, je n'utilise pas, non. Ça vous a pas changé votre état d'esprit en vous disant je vais me mettre un objectif énorme et l'atteindre? Non, pas forcément. Non. Moi, il y a un truc dans ce documentaire qui me chiffonnait, mais qui m'interrogeait quand même. C'est le fait qu'il le présente comme un documentaire. Est-ce que pour vous, c'est un documentaire ou pas? Alors, pour moi, c'était un documentaire, mais on m'a dit qu'il n'utilisait pas les règles pour que ce soit un documentaire, mais de base, pour moi, oui, c'en est un. Pour moi aussi. Parce qu'il montre ses entraînements, tout ce qu'il a fait pour y arriver. Il montre vraiment, entre guillemets, la réalité, tout ce qui s'est passé, que ce soit bien ou pas. Et il cache rien, j'ai l'impression. Donc, ouais, pour moi, c'est. Pour toi, c'est plus la vérité. C'est ça. Alors, c'est un documentaire ou plus un vlog? Moi, quand je regarde, je vais vous dire la vérité, honte à moi. Vous pouvez me huer si vous le voulez, les jeunes de Notre-Dame. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce que c'est vrai que quand ce film est sorti, qu'on m'a parlé de Inoxtag, je ne savais même pas qui c'était. Ah là là, Madame Dimakas, c'est pas bien. Mais après, évidemment, tous les gens m'en ont beaucoup parlé. Donc, je me suis un petit peu renseignée sur le sujet. J'ai vu des extraits, des vidéos, et moi, j'ai l'impression vraiment que c'est une aventure filmée à l'américaine. Oui, c'est plus ça. Et que, en fait, un documentaire, on est dans quelque chose où on cherche à apporter de l'information. Il y en a plusieurs aussi versions, visions des choses, et on essaie de les comparer pour amener la vérité. Ici, on a uniquement sa vision et qui se veut être spectaculaire. Et puis un petit peu donneur de leçons, sans l'avoir vu, mais c'est l'impression que j'ai eue en lisant beaucoup d'articles à ce sujet, en voyant des extraits, où il y a un peu ce message, il faut faire attention à la nature, dis-moi si je me trompe, mais oui, c'est ça. où il faut faire attention aussi au tourisme dans les montagnes, etc. Et puis au final, il tourne un film là-bas, il amène du monde là-bas, et il contribue il contribue à ça parce qu'il fait de l'Everest un lieu instagrammable, et donc il encourage aussi à aller sur ce lieu. Donc voilà, je suis mitigée par rapport à ce personnage et à ce film. Il faudrait peut-être que je le voie pour en parler davantage. Ce qui a participé au succès aussi, c'est la personnalité d'Inoxtag. Vous pensez? C'est ça qui vous attire aussi? Oui. Moi, sinon, je regardais pas des vidéos de personnes qui allaient sur l'Everest ou qui montaient des montagnes. Mais comme c'est lui et que c'est une personnalité publique que je regarde, ça m'a donné envie. Il y a certains comme ça, créateurs de contenu que vous suivez, vous regardez toutes ces vidéos, etc. Ouais. Inoxtag en fait partie? Moi, c'est surtout cette vidéo vraiment qui m'a bien attirée. Mais sinon, j'aime bien Squeezie. Ils sont des bonnes vidéos. Et ça, c'est des vidéos où il met du budget, où il trouve des bonnes idées. C'est ça. Exactement. Merci. Alors, on va passer à notre dernière séquence qui est présentée par Océane Gaspard. Et c'est une séance qui s'appelle Fake ou Fact. Attention, c'est parti. Bonjour Océane, comment ça va? Ça va bien et toi? Très très bien. Alors en cette fin d'émission, tu nous présentes une séquence Fake ou Fact. Et oui. Bonjour à tous les trois aussi. Bonjour. Je vous ai préparé, j'ai recherché justement des petits sujets d'actualité qui ont été publiés ces derniers temps, et vous allez devoir deviner justement si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je vais vous parler de la première histoire. Ça se passe aux États-Unis. C'est un policier qui est en patrouille dans un quartier un peu résidentiel, comme on peut le voir sur la vidéo. Et là, il entend dans son talkie-walkie qu'à la patrouille, il y a un problème, qu'il y a un suspect qui est en fuite. Et là, justement, à l'heure qu'il se balade, il voit le suspect qui passe devant lui en trottinette. Ni une ni deux, il se dit, moi je suis à pied, il faut que je le rattrape assez vite. Et donc, il regarde un peu autour de lui. Et la première chose qu'il voit, c'est un vélo d'enfant, comme on le voit là pour le moment. Et donc, il pique le vélo et il se lance à la poursuite
du brigand, on va dire ça comme ça, sur un vélo. Alors selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pourquoi? Pas le fait de se dire que c'est un policier, mais qui prend le vélo d'un enfant pour attraper un fugitif. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Tu te dis que c'est une mise en scène? Ouais. Eh ben non. C'est pas une mise en scène, c'est une vraie vidéo. Justement, quand on le voit qu'il est en train de rouler, là, qu'on voit le guidon, en fait, c'est grâce aux images de sa bodycam. Donc, les policiers sont équipés de petites caméras. Ça a aussi été filmé par les caméras de surveillance du quartier et des maisons. Et c'est vrai que ça arrive souvent qu'aux États-Unis, les policiers reprennent les images de leur bodycam. Puis ça fuite un peu sur les réseaux sociaux. Et là, ensuite, ça a été relayé par un média américain. Donc, non, justement, là, c'est une vraie vidéo. Ok. Joli. Une deuxième vidéo? Là, c'est pas une vidéo, c'est un titre, une information que j'ai trouvée dans un journal français. C'est l'histoire d'un maire, donc un bourgmestre là-bas d'une commune, qui a pris un arrêté spécial pour la nuit du 24 au 25 décembre pour autoriser les traîneaux du Père Noël à se poser sur les toits des maisons. Alors, vrai ou faux? Pour moi, c'est faux. Pour moi aussi. C'est tellement gros. C'est ça. C'est pour ça que vous posez des questions, parce que c'est tellement gros. Mais c'est surtout que Père Noël, excusez-moi, mais n'existe pas. Donc, c'est-à-dire qu'il fait un arrêté pour... Il y a peut-être des enfants qui regardent, on ne sait jamais. C'est ça. Peut-être. Eh ben, encore une fois, c'est vrai. Donc, on va montrer l'image de l'arrêté communal. Et donc, ça fait 3 ans que là-bas, le bourgmestre de cette commune en France, il prend un arrêté, bon, certes un peu farfelu, mais voilà, c'est dans l'esprit de sa commune pour les fêtes de fin d'année à apporter de la joie. Et par exemple, dans les autres règles de l'arrêté communal, on dit que les enfants doivent aller se coucher tôt, sinon Père Noël ne vient pas, qu'on doit préparer des petites collations pour le reine. Donc voilà, c'est gros, mais c'est vrai. C'est mignon. C'est mignon, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on peut vérifier alors que cette information est aussi vraie. Oui, donc moi j'ai vu ça. Je regardais justement pour vous trouver des titres. Je me dis non, c'est pas possible, mon prof. On prend pas un arrêté pour le Père Noël. Et donc, je vois le titre dans le journal. Et puis, j'ai été voir sur la page Facebook de la commune. Et si, il y a vraiment bien le vrai arrêté qui montre que c'est bien vrai. Véridique. Génial. Et voilà. La 3e actualité, là aussi, c'est un titre de journal qui explique qu'un Britannique d'une 30aine d'années a voulu aller s'acheter un Mars, comme vous avez tous mangé des Mars, des sneakers. Et je sais pas si vous voyez le Mars. Généralement, il y a des ondulations. Mais ici, il n'y avait pas d'ondulation sur son Mars. Et donc, il s'est dit qu'il allait réclamer auprès de la société. Oui, j'ai vu ça. Il a réussi à récupérer 2,50 €. 2,50 de dédommagement. Ouais, J'ai vu passer aussi cette information. Et il est devenu célèbre. Il a fait le tour des chaînes en Grande-Bretagne. Et puis, il a reçu une lettre de Mars, qui s'excusait. En fait, il y a eu un souci au niveau de la production. Et donc, Mars l'a indemnisé avec plus ou moins 2,50 €. Il aurait pu demander plus. Ouais. Prix d'un Mars, quoi. Prix d'un Mars. Et pour ses interviews, donc. Voilà, le prix d'un Mars environ. Et la dernière vidéo, en fait, c'est une vidéo, comme vous pouvez le voir, de Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, qui a circulé plus ou moins en 2019, où justement, il tient des propos un peu bizarres sur le fait que, vu que toutes les données personnelles des utilisateurs Facebook appartiennent à Facebook, il dit qu'en gros, tous les utilisateurs de Facebook sont sa propriété à lui. Donc, quand vous voyez un peu l'image comme ça, est-ce que vous avez l'impression que ça peut être vrai ou que ça peut être faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est une bonne question. Je suis un peu mitigée parce que ça pourrait être vrai, mais je trouve ça tellement gros qu'ils se disent vous êtes ma propriété. Donc plus sur le fond que sur la forme. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a le cadre, on dirait vraiment un cadre de télévision. Ouais. Et... Mais moi, étonnamment, dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est bizarre. En fait, l'image, la voix. Et en fait, c'est une fausse vidéo qui a été créée par différentes agences américaines spécialisées dans la manipulation audiovisuelle. Et justement, elle a été publiée quelques semaines après que Facebook et Instagram annoncent qu'ils ne banniraient pas les deepfakes. Okay. Donc voilà, il y a eu un petit coup de contre-attaque derrière avec cette vidéo de Mark Zuckerberg. Génial. Merci beaucoup, Océane. Merci à vous. Merci. Il me reste à vous remercier tous d'être venus. Merci beaucoup à toute la classe de Réto de Notre-Dame-Eusie. Merci à Émilie Crosset, qui est votre professeur, qui vous a donc amené ici. Merci à Alexandra Dimakas d'avoir participé, d'avoir donné un éclairage là-dessus. Merci à Étienne, à Jessie, qui ont travaillé sur cette émission avec nous, à tous ceux qui ont travaillé, à Liam aussi, qui a travaillé pour les infographies. Et donc voilà, je remercie vraiment Védia d'avoir pu porter ce projet. Et puis, on espère vous revoir. Et évidemment, merci à Océane Gaspard qui sera encore avec nous dans une autre émission, on espère. Merci beaucoup et à bientôt.